Quels sont les aspects de votre profil qui vous qualifient pour être recteur de l'Université Laval? Je pourrais décrire ces aspects comme 5 cordes à mon arc. Premièrement, je suis un professeur de l'Université Laval depuis 1979. La raison pour laquelle c'est important, c'est que je crois qu'un recteur et la direction doivent connaître et comprendre la culture de l'organisation. C'est vrai pour toute organisation, mais c'est d'autant plus vrai pour une université. Nous avons notre propre culture. Il y a même des sous-cultures intérieures de l'institution. Mais il y a un fil conducteur, des valeurs partagées par ses membres qui font que cette organisation, cette institution, est une université. Et ce qu'on ressent en ce moment, c'est un malaise. Et même chez certains, une indignation, parce que les membres de la communauté ne se reconnaissent pas. Il y a un écart de culture, il y a un écart de valeurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ceci? C'est ce que les gens me disent lorsque je les rencontre. Et puis, j'ai été frappé par une étude du vice-rectorat aux ressources humaines qui a été faite auprès de l'ensemble du personnel de l'université. Et en réponse à la question, mes valeurs personnelles sont semblables à celles de l'organisation, la majorité du personnel de bureau, personnel de soutien professionnel, ont indiqué qu'ils étaient d'accord ou fortement d'accord, mais une faible minorité des professeurs ont indiqué que leurs valeurs et les valeurs de l'organisation étaient semblables. C'est sérieux. On ne peut pas avoir une organisation dynamique, une organisation qui se développe, si on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est un fondement de l'engagement. Sur mon site web de candidature au rectorat, vous allez retrouver les valeurs dans lesquelles je crois profondément et ce sont les valeurs qui ont guidé ma démarche au cours des années. Et je crois qu'elles sont également les valeurs de la communauté universitaire de l'Université Laval. Et la deuxième corde? J'aime cette université. J'y ai dédié ma carrière et l'Université Laval n'est pas n'importe laquelle des universités. C'est une université qui a participé à la création, la fondation du Québec. Et c'est vraiment une institution, dans tous les sens, noble du terme. Et c'est un privilège d'y être associé. Alors, elle m'a donné beaucoup et je crois que je peux contribuer à son essor si elle m'en donne le privilège et la responsabilité. Vous avez choisi l'Université Laval? Oui, je suis un Montréalais d'origine. J'ai habité dans 2 autres provinces canadiennes, aux États-Unis et en Europe. Et j'ai choisi l'Université Laval, j'ai choisi Québec. Et je suis très heureux de voir le développement, l'essor de notre région, de notre ville et de notre université au cours des 3 dernières décennies. On a une occasion en or de propulser cette institution à un autre niveau. Ce n'est pas donné, rien n'est donné, mais toutes les composantes sont là. Il s'agit de se recentrer sur ce qui fait de nous une grande université, de conjuguer et rassembler nos forces pour mieux rayonner en tant qu'université de classe mondiale. Et la troisième? Ma formation et ma discipline qui m'ont bien préparé pour cette responsabilité. Les objets d'études et de recherche de la faculté que je dirige, la faculté des sciences d'administration, sont essentiellement l'organisation et les personnes qui s'y trouvent. On étudie aussi les personnes qui les dirigent, les façons de diriger, la gouvernance et les considérations des parties prenantes et toutes les dimensions associées au développement des organisations. On étudie la gestion des dimensions humaines, financières, matérielles et informationnelles des organisations et ainsi que leur environnement. Alors, ma discipline concerne le développement et la gestion du système nerveux des organisations, soit la gestion de l'information et des systèmes associés. En quoi est-ce pertinent? Les gens intéressés par les systèmes ont, par déviation professionnelle, une perspective systémique, c'est-à-dire une façon de voir ou de modéliser l'ensemble, de voir les composantes, les liens entre ces composantes-là, tant sur le plan structurel ou statique que sur le plan fonctionnel ou dynamique. Ça aide à comprendre les systèmes complexes et ça donne de la perspective pour trouver des façons d'améliorer leur fonctionnement. Cela s'applique à l'université? Oui, tout à fait. L'université est une organisation. Ce n'est pas une entreprise, mais c'est une organisation et ma passion professionnelle sont les organisations. Car de toutes les constructions de l'homme au cours des siècles, les organisations sont, à mes yeux, parmi les plus complexes et les plus intéressantes, parce qu'elles ont eu un impact et ont toujours un impact fondamental dans le développement des sociétés et le bien-être des gens. Et ce qui contribue à leur complexité, c'est qu'elles sont formées d'humains, de personnes qui ont la liberté de penser et la liberté d'agir.
Et quel est l'impact? Les gens ne sont pas des machines. Ils ne sont pas que des exécutants. Et ceci est d'autant plus vrai dans une université où la liberté universitaire, où l'autonomie de penser et d'agir est une valeur fondamentale. Donc le défi pour diriger un département, une faculté ou une université, c'est de composer avec des gens libres de penser et d'agir, de les rallier, de rassembler leurs forces pour bâtir quelque chose ensemble qui individuellement ne serait pas possible. Et ceci pour le bien de tous, pour les individus, pour l'institution et pour la société. Et dans le cas de l'Université Laval, c'est de réaliser notre mission d'enseignement et de recherche. C'est essentiellement ça, diriger. Et c'est passionnant. Car l'art de la gestion dépasse largement la capacité de faire des ententes avec les entreprises privées. Et la quatrième corde? C'est mon expérience. Tout ça est bon en théorie, et je crois beaucoup aux théories et aux concepts pour voir plus clair, mais la mise en œuvre est toujours parsemée d'écueils. Et c'est là que les qualités personnelles du dirigeant, ses valeurs qui vont appuyer ses réflexes de gestion, sa vision et sa lecture de l'environnement, sa capacité d'écouter et de communiquer, son ouverture au débat et aux discussions qui améliorent la compréhension des enjeux et la qualité des décisions, tout ça, ça se forge dans la pratique, dans l'expérience. Et votre pratique a commencé quand? En cohérence avec mon intérêt pour les organisations, j'ai accepté il y a 18 ans de diriger mon département, le département des systèmes d'information organisationnelle, département que j'avais participé à créer quelques années auparavant. Par la suite, je suis devenu vice-doyen de la formation à la demande du doyen Bernard Garnier. Et on a mis en place un processus de transformation de la faculté qui se poursuit à ce jour. Avant la fin de mon mandat comme vice-doyen, j'ai accepté l'invitation de Claude Godbout, qui était alors vice-recteur exécutif et vice-recteur à l'administration et aux finances, de l'appuyer à la direction du Bureau de la planification et des études institutionnelles et aussi devenir le premier responsable des systèmes et technologies de l'information de l'université, un rôle qui n'existait pas auparavant. Vous avez apprécié votre séjour dans la tour? Oui. Claude Godbout était un excellent vice-recteur. Je crois d'ailleurs qu'il a été parmi les meilleurs vice-recteurs que l'université a connus. J'avais travaillé avec lui lorsque j'étais vice-doyen à la formation. Il était, lui, vice-recteur aux études. Il a été mon guide et mentor sur les dimensions institutionnelles durant mon séjour au 16e étage dans la tour. Il avait une excellente compréhension de l'institution et nos philosophies de gestion se rejoignaient. Et vous êtes revenu à la faculté? Oui. J'ai été séduit par le chant des sirènes de mes collègues pour relever un beau défi suite à la libération du poste de doyen. J'ai pu, au cours des 8 dernières années, avec l'appui et la collaboration de la communauté facultaire et les diplômés et les partenaires de la faculté, poursuivre son développement pour en faire la faculté qu'elle est aujourd'hui. Vous avez fait le tour du jardin? En sorte, car j'ai pu faire l'expérience de direction départementale, facultaire et institutionnelle, tant sur le plan universitaire ou académique que sur le plan administratif. Et ceci combiné aux nombreux comités ou conseils sur lesquels j'ai siégé ou que j'ai présidé au cours des 33 dernières années, j'ai pu développer une expérience et une appréciation de cette université et des gens formidables qui la forment. Quel est l'intérêt? Ceci veut dire que si le collège électoral me donne le privilège et la responsabilité d'être le recteur, je serai en terrain familier, ce qui va réduire la période d'apprentissage et de démarrage pour pouvoir me concentrer sur la mise en place de mon plan d'action avec mon équipe. Et votre cinquième corde? L'expérience et les liens que j'ai pu établir avec le milieu régional, national et international. Car il y a une partie significative du travail d'un recteur qui est d'entretenir les liens avec l'environnement de l'université. Mais je dois souligner qu'il n'y a pas que le recteur qui est en lien avec son milieu. Il y a aussi, par exemple, les professeurs dans le cadre de recherche, ou encore les doyens, par exemple ceux qui ont des programmes professionnels, qui doivent entretenir des liens avec les associations ou les ordres professionnels. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, nos diplômés, qui sont des ambassadeurs de l'université et qui occupent des postes dans toutes les sphères de la société et avec qui nous devons continuellement entretenir des liens et encourager, dans le fond, les partenariats. C'est important? Oui, c'est important.
car l'université doit être vue, connue et comprise pour avoir les appuis nécessaires à son développement. Donc chacun, à sa façon et en fonction de son rôle, est un ambassadeur de l'Université Laval. Je crois que le rôle du recteur n'est pas de se donner l'exclusivité des relations externes, mais plutôt d'appuyer et de faciliter le développement de liens que peuvent avoir les membres de la communauté universitaire avec les partenaires externes. De par les fonctions que j'ai occupées et par intérêt, j'ai toujours été actif auprès de la communauté, tant dans la région de Québec qu'à l'échelle nationale et internationale. Par exemple? Il est attendu qu'un doyen d'une faculté d'administration soit en lien avec les entreprises, avec les organismes de développement économique et les chambres de commerce. Il n'est donc pas surprenant que je sois aux mêmes événements au cours des années que le recteur. Nous avons travaillé à bâtir pour cette faculté un conseil pour l'avancement de la faculté, réunissant plus d'une trentaine d'entreprises et organismes, représentés par exemple par le sous-ministre adjoint du MDEIE, le directeur régional d'Emploi Québec, le PDG de Québec International, la directrice régionale du Parc technologique de Québec, le vice-président Est du Québec de la Banque de développement du Canada, le vice-président exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ainsi que des dirigeants d'entreprises dans plusieurs secteurs, manufacturiers ou services, entre autres l'Industrielle Alliance, CGI, Bell, Banque nationale, la Capital Groupe financier, RBC, Procter & Gamble et plusieurs autres. Ce conseil appuie la faculté dans ses projets de développement. Et au-delà du Québec? Au-delà du Québec, il est important d'être présent à l'échelle canadienne. Je siège sur le conseil d'administration de la Fédération canadienne des écoles d'administration et sur son comité exécutif. La Fédération sert à regrouper les doyens canadiens en gestion pour échanger et s'améliorer. Le rôle de la Fédération est aussi de rappeler auprès des organismes subventionnaires, principalement les 3 conseils fédéraux, l'importance du soutien à la recherche dans notre secteur. Le travail est de comprendre et influencer l'agenda de recherche du gouvernement. Ceci nous oblige également à comprendre les enjeux nationaux qui peuvent avoir une influence sur les orientations de recherche. Vous avez eu du succès? Oui. Ceci a donné lieu notamment à un programme de financement particulier du CRSH pour la recherche en gestion des organisations, dont ma faculté et principalement les jeunes professeurs ont grandement bénéficié. Ce travail de représentation est important et je le répète, ce n'est pas seulement un rôle pour le recteur, mais c'est une responsabilité de la grande équipe de direction qui comprend les doyens et les directeurs d'unité et ultimement de l'ensemble de la communauté universitaire. Et au-delà du Canada? Il est important d'être présent à l'échelle internationale. Les universités sont des phares pour les jeunes de partout dans le monde qui cherchent un endroit pour se former et se préparer à une carrière. Et le Québec est une société ouverte, en croissance, qui a besoin d'attirer les meilleurs pour se développer. On fait comment? De différentes façons. Par exemple, la recherche scientifique est essentiellement une activité internationale. Et les références d'excellence sont internationales. Il faut que ce soit la même chose pour nos façons de gouverner et de se diriger. On apprend auprès des autres. Les partenariats internationaux sont au bénéfice de nos étudiants et de nos professeurs, et ceci nécessite une présence internationale. Ceci donne lieu à des échanges, à des collaborations et à la réalisation de projets. La présence de l'université dans les classements internationaux nécessite que l'on s'en occupe. Évidemment, la réputation de nos diplômés et le rayonnement de notre recherche contribuent largement à bâtir notre réputation. Il faut également tisser des liens avec d'autres institutions. Vous avez de l'expérience internationale? Oui. Par exemple, la FSA a conclu et gère 80 ententes actives avec des établissements un peu partout dans le monde, au bénéfice de nos étudiants et de ceux qui viennent chez nous enrichir notre vie facultaire. Pour ma part, je participe depuis de nombreuses années dans des comités d'agrément d'écoles de gestion à titre de président ou membre de ces comités pour les écoles en Asie, en Europe, au Canada et aux États-Unis. On apprend énormément de ce travail et c'est comme pour les étudiants qui partent en échange à l'étranger. Lorsqu'on vient, ils voient leur programme, leur université et même leur société différemment. C'est une source d'idées et de contacts importants.
Je suis aussi le membre canadien du comité d'agrément initial de l'ACSB international, dont le mandat est d'accompagner les écoles de gestion d'un peu partout qui veulent obtenir l'agrément de cet organisme. ACSB est une organisation qui a été créée en 1916 par les grandes écoles dont Harvard, Columbia, Chicago pour améliorer la qualité de la formation en gestion. Je suis également actif auprès du seul autre organisme d'agrément international en gestion, soit l'EFMD, basé à Bruxelles, où je suis également membre de comité d'évaluation d'écoles de gestion pour l'obtention de l'agrément EQUIS. La Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval détient les deux agréments de ces organismes-là, ACSB et EQUIS. En conclusion, ma position, c'est que l'Université Laval n'a pas le choix que d'être ouverte sur son milieu, car elle fait partie de ce milieu. Elle doit être vue, connue et comprise. Ceci est d'autant plus important qu'elle dépend du financement du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, qui sont sous d'énormes pressions d'autres instances de la société et qui veulent également leur soutien. Donc, l'absence n'est pas une bonne stratégie de communication ou de persuasion. L'Université Laval doit se mesurer et apprendre des meilleurs, d'ici et d'ailleurs. Les professeurs le font à tous les jours. L'université doit également le faire.